Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le risque numérique dans la certification de la Haute Autorité de Santé, une action financée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du CEPOM du CECA. Donc, je suis heureuse d'inviter nos femmes Fabienne. Donc, Fabienne, c'est à vous, déléguée à la protection des données à la polyclinique de Limoges, et Yvon Richir, directeur d'établissement et qui fait partie du réseau des professionnels référents du CECA. Merci à vous d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Donc, un webinaire où nous allons donc évoquer ensemble différentes approches de cette thématique d'identification. Ce webinaire est enregistré, donc il y aura donc un replay disponible sur le site du CECA à l'issue de ce webinaire d'1 heure. Donc, vous avez pu vous inscrire, vous avez pu vous poser des questions auxquelles répondront nos invités, Fabienne et Yvon. Et bien sûr, si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez utiliser la rubrique questions de l'application. Donc, vous voyez sur les questions qu'on a pu identifier et que vont aborder Fabienne et Yvon, on va rappeler bien sûr les critères spécifiques d'usage du numérique dans le manuel, dans le référentiel de certification mise en œuvre depuis le mois de janvier, de rappeler les attendus sur la sécurisation des échanges et du partage de données, le niveau de maîtrise des risques qui est attendu en termes de pilotage et d'action et d'évaluation dans vos dernières questions, les documents à élaborer ou à compléter, les professionnels qui seront rencontrés pendant la visite de ces certifications sur ces critères du numérique, sûr de répondre. Donc, sans attendre, Yvon, je vais te passer la parole pour nous présenter les attendus et les enjeux. Je te remercie. Oui, merci Catherine. Oui, comme vous le savez, donc depuis le début de l'année 2024, il y a eu quelques modifications au référentiel de certification, dont une importante, puisque est apparu notamment un nouveau critère lié au risque numérique. Et donc l'idée dans ce référentiel, c'est bien sûr de répondre aux enjeux de la sécurité informatique en cohérence avec les politiques publiques en matière de numérique et de sécurité que vous connaissez, qui sont diverses et variées depuis déjà l'an dernier. Diapo suivante. Alors, l'objectif, c'est bien d'évaluer la qualité des pratiques dans l'utilisation des outils et des supports numériques, et puis aussi, bien évidemment, la sensibilisation et la formation des professionnels au risque, à travers, d'une part, la gestion des risques numériques elle-même, et puis également, il ne faut pas l'oublier, la promotion des bons usages, l'utilisation des outils numériques et les données patients. Et en deuxième lieu, bien sûr, c'est évaluer la gestion des risques numériques dans les pratiques de soins, mais aussi dans les fonctions support. Exemple biomédical. Vous savez que en matière d'attaque, il a été notamment question de passer par un certain nombre de logiciels ou de supports informatiques liées à ces fonctions support et pas forcément au dossier patient informatique. Donc, c'est bien évaluer la gestion des risques numériques dans les pratiques de soins, bien sûr, mais aussi dans ces fonctions support. Alors, c'est certainement pas un audit technique ou une inspection. L'expert visiteur numérique, les experts visiteurs, de façon générale, ne sont pas là pour ça. Bien évidemment, ça n'est pas non plus un audit non seulement technique, une inspection, mais qui vous donnerait des leçons. Non, on n'est pas là pour donner des leçons quand on fait une visite de certification. Les experts visiteurs ne sont pas là pour ça. C'est un audit de résultats qui est essentiellement centré sur les professionnels. Et vous savez que cette version de certification est très axée sur la mise en œuvre des politiques à travers à la fois l'interrogation du patient, mais aussi l'interrogation des professionnels. Et c'est le cas pour les risques numériques. Diapo suivante. Alors,
les critères d'usage du numérique, vous savez qu'il y a plusieurs critères du référentiel qui sont concernés et évidemment, ces critères seront abordés pour certains tout au long de la visite et pour d'autres de façon spécifique lors de la venue de l'expert-visiteur numérique. Il y a d'abord la gestion des risques numériques et c'est notamment dans le chapitre 3 qui concerne l'établissement le 3.6, le critère 3.6, 0,2 et 0,6, la maîtrise par l'établissement du risque de sécurité numérique qui sera investigué par l'expert-visiteur numérique. Le critère 3.6.06, c'est la sécurité de l'identification des professionnels dans le système d'information. C'est également investigué par l'expert-visiteur numérique. Et puis aussi, la gestion des bons usages et l'utilisation des outils. Et là, vous voyez qu'il y a par exemple le chapitre 1 lié aux patients qui est concerné à travers le critère 1.1.18, c'est l'information du patient. Et là, c'est l'expert visiteur, notamment l'expert visiteur médecin, mais pas seulement, hein, qui fera les patients traceurs, mais pas seulement, à travers des audits rencontres professionnelles où on ira chercher comment est réalisée cette information du patient. Le critère concernant aussi l'usage du système d'information pour l'accès au dossier du patient, et là, ça concerne donc le chapitre 2 qui est réservé aux équipes, le 2.2.05. Il y a aussi le 2.3.01 qui concerne le respect des bonnes pratiques d'identification du patient. Et là, on verra comment les experts visiteurs et l'expert visiteur numérique investiguent ce critère. Et puis le critère 3.1.07 qui concerne la sécurisation des usages de communication informatique d'information médicale et le 09 sur l'accès du dossier à son dossier, du patient à son dossier. Donc vous voyez que finalement, l'aspect numérique est investigué dans chacun des trois chapitres à des niveaux différents, soit par l'expert visiteur numérique, soit par un expert visiteur, soit par les deux en même temps. D'accord. Et Yvon, donc vous allez alors, à travers ces critères, nous parler de l'usage de la messagerie sécurité, de l'usage de mon espace santé et de l'usage des réseaux sociaux et sa grande prudence à avoir, j'imagine, tout au long de ce webinaire. Absolument, d'autant plus que pendant évidemment la visite, la gouvernance de l'établissement, mais aussi les professionnels, mais aussi les patients seront interrogés sur ces questions. Comment ils utilisent une messagerie sécurisée, à la fois les professionnels et les patients. Comment on fait en sorte que on puisse mieux, j'allais dire, maîtriser ces communications en partant d'un état des lieux des non-usages ou mauvais usages de communication, type WhatsApp, type messagerie non sécurisée, etc. Donc oui, bien sûr, on en parlera. Diapo suivante. Daniel Hoche reviendra dessus, je pense aussi. Tout à fait. Je passe à diapo suivante. Pardon. Voilà. Oui, alors là, bon, c'est le critère qui a été rajouté, hein. Il y a d'autres éléments qui ont pu être modifiés dans leur rédaction à partir de janvier 2024, mais c'est vraiment ce critère-là qui est lié au risque numérique. Alors, bon, vous le connaissez, vous pouvez en prendre connaissance. Il y a pas mal d'éléments d'évaluation. Je rappelle que pour ce critère, comme pour tous les autres critères du manuel de certification, tous les mots sont importants. Toute la formulation est importante. Et chaque élément d'évaluation, bien sûr, va faire l'objet d'une cotation. Par oui ou par non. Il n'y a pas de non approprié, non évalué ou non concerné pour le critère numérique. C'est oui ou c'est non. Et si c'est oui en partie, c'est le non qui l'emporte dans la réponse des experts visiteurs pour ce critère comme pour tous les autres critères. D'où l'importance de bien appréhender complètement l'intitulé de chaque élément d'évaluation et de pouvoir y répondre de façon très précise. Diapo suivante.
Alors, vous avez sur le site de la Haute Autorité de Santé un document qui est un élément important, qui est une fiche pédagogique et qui s'appelle Évaluation de la gestion des risques numériques dans les pratiques de soins. Ça vous aide, ça vous guide pour répondre en fait aux questions des experts visiteurs. Donc, je vous invite bien sûr à vous y référer. Il y a par ailleurs une autre fiche pédagogique qui était également importante et qui s'appelle l'évaluation de l'accès des données de santé, dossier patient et mon espace santé. Et là aussi, ça vous guide dans les réponses à apporter aux experts visiteurs sur ce point. Qu'est-ce que les professionnels connaissent de l'alimentation, du DMP, mon espace santé? Et qu'est-ce que le patient, à contrario, sait de cette alimentation? Est-ce qu'il sait qu'il peut refuser, par exemple, donc, cette alimentation? Donc, il y a des éléments de ce type à travers ces deux fiches pédagogiques qui sont vraiment euh, importants à appréhender et qui vous aident dans la préparation de la visite de certification. Diapo suivante. Je pense que là, on va passer la parole à Fabienne et votre expérience. Donc, bonjour à tous, je suis expert visiteur numérique. Donc, depuis janvier, j'interviens dans des établissements à la demande de la HAS pour effectivement vous évaluer sur les risques numériques au cours d'une journée seulement sur le calendrier qui vous est proposé par la HAS. Alors, j'interviens sur les risques numériques en binôme avec l'expert visiteur, l'expert visiteur va plutôt au travers des rencontres avec les professionnels, mais également avec les patients traceurs, voir ces risques numériques tout au long de la visite. Et puis, moi, en tant qu'expert visiteur numérique, je viens une journée sur place et au travers de dialogues avec la gouvernance, la DSI et aussi les professionnels, j'évalue en fonction des critères qui sont demandés votre maturité vis-à-vis de ces risques. Diapo suivante, merci. Alors, comment ça se passe cette évaluation sur le terrain de ces audits système? Donc, il y a déjà l'expert visiteur qui, en amont de la visite, prend connaissance des documents que vous avez mis à disposition sur le site Calista. Donc, on a des éléments de contexte, plus les documents que vous avez bien voulu mettre, qui sont obligatoires, PCA, PRA. On va les voir après. Voilà, il y a aussi des documents qui, à notre sens, ne sont pas demandés, et il y a une bonne raison à cela dans Calista, c'est parce que ces documents sont relativement confidentiels, ils contiennent des documents sensibles, c'est comment parer à une attaque, une cyberattaque. Donc, on peut très bien comprendre que ces documents ne soient pas mis à disposition sur une plateforme et ne soient accessibles que pendant la visite. Donc, en fait, l'expert visiteur fait de la consultation en amont de la visite, mais aussi sur place. Voilà. Et une fois sur place, pendant 1 heure, il consulte ces documents et après, il y a une rencontre qui se fait avec la gouvernance et la DSI en général en même temps, pendant 2 heures le matin, et l'après-midi, c'est plutôt consacré aux rencontres avec les professionnels de terrain. On peut aussi bien aller voir de l'administratif que des services de soins, par exemple. Diapo suivant. Merci. Alors, concernant ce calendrier de consultation documentaire, l'expert visiteur numérique a plus ou moins de temps, on va dire, pour cette consultation en fonction de la durée prévisionnelle du calendrier prévu par la HAS. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour des visites courtes, il se peut très bien que l'expert visiteur arrive en même temps que la totalité de l'équipe des experts visiteurs. Donc, le premier jour, toute l'équipe est au complet et donc l'expert visiteur, à ce moment-là, n'a qu'une heure pour consulter les documents sur place. C'est prévu comme ça, mais l'heure est vraiment très, très vite passée pour l'avoir vécu plusieurs fois. Et donc, on n'a pas beaucoup de temps pour s'approprier tous les documents que vous nous mettez à disposition et que l'on n'a pas pu lire en amont.
Or, cette phase-là, elle est nécessaire pour préparer la réunion suivante avec la gouvernance et la DSI. Donc, si je peux avoir la diapo d'après, voilà. Si la visite commence pour l'expert visiteur le 2e jour, puisqu'il n'est là qu'une seule journée sur la totalité de la visite, l'expert visiteur n'est pas forcément, je disais tout à l'heure, en place dès le 1er jour, il peut intervenir le 2e, par exemple, mais il a une obligation, cet expert visiteur, c'est de venir la veille au soir pour commencer à débriefer avec ses confrères qui ont fait la première journée de visite. Donc, bien souvent, l'expert visiteur numérique arrive plus tôt le 1er jour et en profite pour commencer sa consultation. Donc, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, vous n'êtes pas un jour prêt pour mettre la documentation à disposition de cet expert visiteur. Elle est prévue, cette visite, depuis longtemps. Donc, mettez dès le 1er jour, quelle que soit la date d'arrivée de l'expert visiteur, mettez-lui à disposition directement les documents dont il a besoin. Soit il arrive un peu plus tôt avec les autres experts visiteurs, il a le temps de consulter en plus, soit il arrive le seul jour de visite qui lui est attribué, et là, il n'a qu'effectivement qu'une seule journée. Donc, il ne faut pas qu'il court un peu partout auprès des documents. Pré-mâchez-lui un petit peu le travail en préparant soit un classeur papier avec tous les documents qui vous ont été demandés, qui sont fournis dans le fichier calendrier par la HAS, hein, on en reparlera tout à l'heure, on vous redonnera des détails. Soit vous les mettez sous forme papier, soit vous lui mettez un répertoire avec l'ensemble des documents, si possible triés en fonction de ce qui est demandé. Franchement, l'heure, elle est très très vite passée au vu du nombre de documents que l'expert visiteur numérique a consulté. On perd en général un peu plus de temps s'il faut aller dans la gestion documentaire de l'établissement. C'est toujours s'approprier un nouvel outil et bon, ça ne facilite pas ce temps d'appropriation des documents. Donc vraiment, si vous faites un effort de préparation de ces documents, de les lui donner soit sous format papier, soit un accès à un répertoire facile d'accès où il y a tous les documents recherchés, c'est vraiment un plus pour cet expert visiteur numérique. Alors, dans le calendrier, donc je disais tout à l'heure, il y a la première heure qui est consacrée à cette prise de connaissance de documents qui ne sont pas dans Calista, qui sont en général plutôt sensibles. Donc, bien évidemment, l'expert visiteur se doit de ne pas diffuser ces documents dont il a connaissance, bien sûr, hein, ça reste très confidentiel. Je vous rassure tout de suite, c'est les conclusions qu'il va en tirer, cet expert visiteur, sur votre maturité numérique, ne sera pas communiqué dans le rapport final de la HAS sous forme habituelle, consultable par n'importe qui, par le public en France. En fait, il y aura une partie dédiée à ces risques numériques avec éventuellement, pas les failles de sécurité, mais quelque part votre niveau de maturité. Ce n'est pas la peine d'afficher dans un document à destination de toute la France en disant, ben voilà, dans tel établissement, ben là, vous pouvez y aller, leur sécurité, il n'y en a pas, ou elle est plus faible que d'autres établissements. Donc, en fait, il y aura un rapport fait par l'expert visiteur numérique, classique, plus une synthèse qui sera faite uniquement à l'HAS pour leur permettre d'évaluer ce niveau de maturité. Mais tout ne sera pas communiqué. Voilà. Donc, une fois que cette consultation documentaire est faite, il y a une réunion, alors en général, c'est une réunion de 2 heures plutôt que 2 réunions d'1 heure. On s'est rendu compte que la gouvernance était peut-être plus à l'aise pour répondre à certaines questions et pas à d'autres. Donc, plutôt d'attendre l'heure d'après pour avoir les réponses côté DSI, il vaut mieux faire une seule réunion, gouvernance et DSI. Dans la gouvernance, on peut constater, on va dire, il y a une dizaine de personnes, grand maximum, à cette réunion.
puisque ça peut aller bien évidemment le directeur ou son adjoint, le service qualité, le président de CME s'il veut le dire effectivement, la direction des soins, responsable des relations ville-hôpital, oui, les représentants des usagers, celui qui est référent de la cellule d'identito-vigilance, et bien évidemment, côté DSI, le DSI, le DPO, le RSSI. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir 20 personnes autour de la table, mais d'avoir au moins la direction, la DSI, de l'identito-vigilance, un médecin aussi. Voilà. Donc, c'est une idée de la gouvernance élargie que nous pouvons avoir lors de cette réunion, mais ne dépassez pas 10 personnes parce que c'est, à mon avis, moins gérable et il y a des gens qui vont peut-être s'ennuyer. Voilà. Alors, l'après-midi est consacré à voir les acteurs qui qualifient l'identification des patients. Donc, si vous avez un service d'urgence, un service de maternité ou les deux, l'expert visiteur viendra effectivement à la rencontre de ces équipes-là pour voir comment ils évaluent la qualification de l'INS, et puis le bureau des entrées, des admissions, ou revenir aux consultations d'urgence, ou si il n'y a ni urgence ni maternité, eh bien, il y a forcément une admission, donc on ira en admission, et après on suivra des équipes qui sont sur place pour gérer les patients, ou à distance si c'est de la HAD, on s'adapte. Voilà. Mais il y a au moins deux ou trois services qui sont évalués avec les professionnels l'après-midi, puisque je vous rappelle que le principe de l'audit système, c'est déjà de regarder les politiques qui sont mises en œuvre par l'établissement, de voir avec la gouvernance quelles sont effectivement les thématiques qu'il a retenues et quels sont les indicateurs qu'il a concernant la mise en place de sa politique, et de voir sur le terrain les professionnels l'après-midi pour savoir si c'est vraiment mis en place et comment ça a été approprié par ces équipes. Voilà. Diapo suivante. Voilà. Alors, c'est une diapo qui est peut-être un petit peu petite à lire, mais enfin voilà, on a souhaité vous mettre la liste des documents que l'expert visiteur numérique souhaite consulter. Donc, les documents, la première partie, c'est les documents qui sont normalement posés sur Calista. Donc, nous attendons, en tant qu'expert visiteur numérique, au moins le schéma directeur des systèmes d'information, les orientations stratégiques de l'établissement, les projets du système d'info. Concernant mon espace santé, bien sûr, on va regarder tous les rapports de la CDU pour voir comment vous avez parlé de mon espace santé aux responsables des usagers, comment vous promouvez cette façon de stocker des informations et d'échanger les informations de façon sécurisée avec les patients. Qu'est-ce que vous mettez quels sont les échanges que vous mettez dans mon espace santé. Le PAQSS, bien sûr, avec les actions relatives aux usages du numérique en santé. La cartographie du SI applicatif, puisqu'on peut regarder dans ces documents-là les liens que vous avez, les interfaces, et si avec éventuellement les événements indésirables qui pourraient être posés sur ces documents Calista, vous avez des soucis ou pas, ou des mésusages. Bien sûr, le PCA-PRA, qui, à mon sens, sera plutôt light par rapport à ce que nous verrons sur place en tant qu'expert visiteur numérique, puisqu'il y a quand même des façons de contrer des attaques qui seront à documenter dans ce PRA-PCA. Et donc, tout ne sera pas forcément mis à disposition dans Calista, on en est bien conscient. Et évidemment, la charte d'utilisation des ressources informatiques pour savoir comment vous, en interne, vous autorisez vos utilisateurs à se connecter et comment les partenaires aussi arrivent à se connecter. Donc, ces documents Calista, nous en prenons connaissance, comme je l'ai dit, en amont de la visite. Et pendant la visite, donc dès le premier jour, nous recherchons donc la politique générale de sécurité des systèmes d'information, le volet numérique du plan blanc, qui, je vous rappelle, est
obligation depuis le juin 2023 de mettre en place ce volet numérique, qui est en fait comment l'établissement va répondre à une cyberattaque quand il sera attaqué. Voilà, c'est ça en fait ce volet numérique. Donc vous avez un excellent guide qui a été mis à disposition par, par nos tutelles, qui s'appelle le guide d'aide à la préparation du volet numérique. Je vous engage très fortement à le télécharger et de faire votre, si ce n'est pas déjà commencé, votre volet numérique du plan blanc. Donc ce sont des add-ons à rajouter au plan blanc classique que vous avez. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons consulter sur place aussi? Le plan de formation et de sensibilisation à la sécurité numérique. Qu'est-ce que le service RH a prévu pour former les salariés, les partenaires, pour être sûr d'être résilient face à une attaque? Vos matrices d'habilitation. Vous comprenez bien que c'est ça aussi un document effectivement à ne pas mettre en toutes les mains, puisque cette matrice d'habilitation affiche qui a droit à quoi. Voilà. On attend cette matrice d'habilitation pour l'ensemble des applicatifs de la structure. Ne pensez pas toujours que c'est le dossier patient. C'est la matrice des habilitations dans le dossier patient. C'est beaucoup plus large que ça. Les procédures de gestion et liste d'habilitation des accès et comptes aux différents logiciels, prestataires compris. Voilà. On veut vérifier que si demain vous êtes cyberattaqué, eh bien, les tuyaux seront refermés parce que vous savez effectivement avec qui vous communiquez, comment vous le faites. Et dans les prestataires, effectivement, si vous êtes attaqué, vous avez des obligations d'informer les structures en amont, en aval de votre attaque pour qu'ils puissent eux aussi prendre des dispositions face à une cyberattaque qui pourrait éventuellement ricocher jusque chez eux. Voilà. La procédure de gestion des identités pour les patients. Voilà, donc pour la qualification de l'INS dans votre établissement, on attend à ce qu'il y ait une procédure mise en place et les bonnes pratiques, comment vous faites pour qualifier, quand vous avez des soucis, vers qui vous vous référez, etc. Comment vous faites aussi pour déclarer des incidents auprès de l'ANSSI, l'ARS, le CERT Santé? Quelles sont les procédures? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Voilà. Après, concernant donc, les attestations des audits de sécurité de votre établissement, on n'a pas forcément besoin de savoir exactement quelles sont vos failles de sécurité. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est oui, vous avez fait des audits de sécurité, oui, vous êtes conscient qu'il y a des choses certainement à améliorer, plus ou moins vite. Donc, le résultat déjà, il faut prouver que vous avez eu au moins un audit de sécurité dans l'année, nous montrer de ces bilans et surtout le plan d'action associé qui va vous permettre de remédier les problèmes qui ont été identifiés. C'est-à-dire qu'en fait, nos organismes de tutelle cherchent à savoir si vous avez anticipé ces cyberattaques, parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle que ce n'est pas est-ce qu'on va être cyberattaqué, mais plutôt quand est-ce qu'on va l'être et est-ce qu'on est prêt. Donc, nos organismes souhaitent savoir si majoritairement on est résilient ou pas vis-à-vis de ces cyberattaques. Et plus on est entraîné, plus on sera résilient. Donc, en fait, oui, il faut savoir où sont nos failles. Oui, il faut savoir rapidement éradiquer les plus gros problèmes et puis se donner un planning pour arriver à arrêter ces failles de sécurité. Voilà. Donc, il y a aussi des bilans des exercices cyber. Il y a au moins un bilan à faire par an, voilà, où on se met en situation. On met en situation, alors, en général, on ne commence pas par tout l'établissement. On cible
un ou deux services et on voit comment ça fonctionne. Alors l'administratif, si demain c'est côté administratif que c'est qu'on est cyberattaqué, comment on fait, est-ce qu'on a mis une cellule de crise, comment on réagit, qui va communiquer, etc. Ces exercices servent vraiment à ça, à se mettre en situation réelle. Ça dure en général 1 heure, 2 heures grand maximum. Et on fait un rétexte en général derrière pour s'améliorer en disant qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et du coup, dans une route d'énigmes en gestion de la qualité, on s'améliore. Voilà. Donc, en fait, l'expert visiteur est à la recherche de tous ces documents. Donc, je vous rappelle qu'il a 1 heure pour lire le deuxième paragraphe, là, cet ensemble de documents-là, pour se faire une idée et pouvoir répondre aux questions qui sont posées dans les grilles d'évaluation de la HAS. Ces documents, concernant les documents à mettre sur Calista, c'est des documents obligatoires, c'est opposable. Oui, oui. Ils sont marqués comme obligatoires dans Calista. Ils sont obligatoires. Et après, ceux qui sont listés en dessous, c'est un minimum. Alors, ça dépend ils sont obligatoires aussi. Ils sont demandés, vous verrez, dans le calendrier de visite qui vous est proposé par le coordonnateur, vous avez le listing de ces documents qui est écrit. Donc, vous pouvez déjà commencer à travailler dessus si ce n'est déjà fait, n'est-ce pas, Yvon? Okay. Absolument. Les documents à déposer sur Calista sont à déposer normalement par l'établissement en même temps que tous les autres documents à déposer sur Calista, c'est-à-dire 4 mois avant la visite normalement, et au plus tard 2 mois avant la visite. La liste des documents à consulter sur place est donnée à l'établissement préalablement par la HAS, en même temps que les premiers contacts sont pris. Hein, voilà. Et l'ensemble de ces documents sont attendus, voilà, ceux qui figurent sur cette diapo, dans cet ordre-là, pour faciliter le travail de l'expert visiteur numérique notamment. Je précise que tout ça, évidemment, c'est regardé, hein, on l'a dit tout à l'heure, à travers notamment le critère 3602, les risques de sécurité numérique sont maîtrisés. Et quand je disais tout à l'heure que tous les mots contenus dans les éléments d'évaluation de ce critère sont importants, je vous cite un exemple. Par exemple, le bilan des audits de sécurité numérique dont vient de parler Fabienne. Avec le plan d'action SSI, il est demandé dans un élément d'évaluation un plan d'action à 6, 12 et 18 mois. Même si vous avez un plan sur 5 ans, n'empêche qu'il faudra quand même présenter aux experts visiteurs, et notamment à l'expert visiteur numérique, un plan à 6, 12 et 18 mois. Tous les mots contenus dans ce critère sont évidemment importants. Au titre du bilan des exercices cyber, partout, évidemment, ils sont nécessaires. Fabienne a bien dit qu'il peut y avoir des exercices, et bien sûr, limités par secteur d'activité, par service, par domaine administratif, logistique, soignant, etc. N'empêche que ce qui est attendu, c'est que l'ensemble de l'établissement soit concerné par ces exercices cyber. Hein, c'est bien évident. J'ai déjà des questions, notamment, on précise bien que l'expert visiteur du numérique s'ajoute à la composition de l'équipe des experts visiteurs. Hein. Ce n'est pas un expert visiteur qui a ce double casquette. Vous avez bien été recruté, sélectionné par la Haute Autorité de Santé avec cette mission spécifique pendant cette journée spécifique. Il n'y a pas de fonction double au sein d'une équipe d'experts visiteurs. Non, non, oui et non. Comme on l'a dit tout à l'heure, les experts visiteurs vont quand même, à travers des patients traceurs, des audits, rencontres professionnelles, investiguer une partie du risque numérique. Par exemple, l'alimentation du DMP, hein, vu par les professionnels ou vu par les patients. Celui qui va faire l'audit maîtrise des risques, il va sans doute aller piocher quelques informations là aussi sur les risques numériques. Mais l'expert visiteur numérique vient en plus de l'équipe, spécifiquement une journée,
pour s'attarder à constater ces éléments-là sur les risques numériques. Alors, les experts visiteurs numériques, ils sont soit dans leur métier principal, responsables de l'informatique ou des risques numériques d'une façon ou d'une autre, DSI, RRSI, enfin, peu importe, ou alors ce sont déjà des experts visiteurs qui ont des compétences spécifiques en risque numérique et qui peuvent faire une visite avec la casquette expert visiteur numérique. Mais en tout état de cause, c'est bien un expert qui vient s'ajouter à l'équipe d'experts visiteurs. Et quel que soit le type d'établissement, notamment santé mentale. Oui. C'était une collègue de la santé mentale qui posait cette question-là. Quel que soit le type d'établissement, quelle que soit sa taille, c'est toujours la même chose. On peut être dans un CHU, même dans un très grand CHU, ça sera quand même une journée. Voilà. Et il y aura, donc c'est une personne en plus dans l'équipe. Voilà. Oui. Très bien. Mais il fait partie de l'équipe. Mais il fait partie de l'équipe. Voilà, il fait partie de l'équipe, mais voilà, ce n'est pas. Mais il ne reste pas toute la semaine. De double casquette, voilà. Qui, voilà, il a vraiment une fonction spécifique. Je pense qu'on a répondu à la collègue. Alors, qu'est-ce que vous recherchez, expert visiteur du numérique? Alors. Vas-y, Fabienne. Ok. Fabienne. Donc, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas un audit technique. Voilà. On ne cherche pas à savoir si vous avez utilisé tel et tel outil pour être résilient pour les cyberattaques. Ce que l'on cherche à savoir, c'est si vous avez trouvé un outil, peu importe lequel, qui vous convient et que vous avez mis en place parce que vous avez considéré que vous aviez dans votre cartographie des risques un risque et qu'il fallait mettre en face une solution. Voilà. Donc, en fait, on cherche à évaluer les fondamentaux dans cette visite, qui sont la qualité des pratiques, comment dans l'usage de ces outils numériques, comment vous faites pour échanger des informations de façon sécuritaire avec d'autres partenaires, quel est le niveau de sensibilisation des professionnels à ce sujet, notamment cette hygiène informatique et les risques qui sont liés au numérique. Est-ce que c'est grave ou pas d'envoyer des documents par une messagerie classique? Bien évidemment que oui, il faut que les professionnels soient conscients de ça et disent évidemment que non, on n'envoie pas des documents comme ça, on envoie par messagerie sécurisée, ou bien évidemment que nous n'utilisons pas des outils non validés par l'établissement, qui seraient éventuellement des outils en lien avec les réseaux sociaux, encore pire, des outils américains qui ne seraient pas donc conformes avec le RGPD et sur lequel transiteraient des données de santé des patients ou des données pour échanger des plannings entre personnes d'une même équipe. Donc, en fait, il faudra fournir une cartographie des mésusages que vous connaissez, de ces risques numériques et des actions que vous mettez en face pour arriver à rentrer dans cette conformité d'échange d'informations sécurisées et de façon aussi sécurisée avec nos patients, c'est-à-dire comment on alimente son DMP, comment est-ce qu'on lui demande une carte d'identité sans que ça transite en clair dans les messageries, etc. Voilà, donc on cherche à avoir ce niveau de sensibilisation, cette appropriation de ces outils numériques, des bienfaits et des dangers auprès du personnel professionnel, voilà, dans l'établissement. Ensuite, cette consultation documentaire permet donc de se faire une idée de votre niveau de maturité face aux risques numériques et votre niveau de résilience face aux risques cyber. Et en fait, nos autorités de tutelle souhaitent avoir on va dire une cartographie en France de est-ce que si on est cyberattaqué, on est prêt ou pas prêt à faire face à cette menace qui, on voit bien dans l'actualité très récente, il ne se passe pas au moins une semaine sans qu'on parle de cyberattaque et encore plus d'établissements de santé. Donc on sent bien une pression là, des gouvernements et des organismes de tutelle à nous protéger, à faire tout ce qu'il faut en amont pour éviter de mettre nos établissements, quelle que soit leur taille, à plat le jour où, malheureusement, on se fera cyberattaquer.
Parce que je rappelle qu'on en est à, c'est pas est-ce qu'on se fera cyberattaquer, c'est quand on va se faire cyberattaquer. Il vaut mieux être prêt et effectivement avoir mis tous les outils de son côté, avoir essayé de s'être préparé au travers des exercices de crise, au travers des outils de, on va dire de surveillance, voilà, qu'on nous demande aussi de mettre en œuvre pour se préparer à ces attaques. Bien évidemment, tous les documents que recherche l'expert visiteur numérique sont des documents qui sont ni plus ni moins ceux que vous avez l'habitude de voir au travers des programmes Open, SunOS, Scare, voilà, la feuille de route numérique. Attention, comme disait Yvon tout à l'heure, au libellé qui est demandé dans les critères de la HAS. Tous les mots, les phrases sont importantes. Si on nous demande une chose et une autre, et qu'il n'y a qu'un de ces deux critères qui est valide, c'est non, puisque le non l'emporte. D'accord ? Donc, lisez bien à chaque fois tous les critères qui sont demandés, repérez bien tous les mots sont importants, je ne sais pas, surlignez-les et vous dites, est-ce que ce mot-là, je l'ai bien, et celui-là, où je n'en ai qu'un des deux, auquel cas, attention, si vous n'en avez qu'un des deux, le critère passera à non, puisque nous n'avons en choix que oui, non, et sachant que le non applicable n'est pas valable. Voilà. Les règles d'identité-vigilance, on cherche effectivement à le voir au travers des documents que vous nous mettez à disposition. Comment vous faites pour échanger avec les professionnels de façon sécurisée, entre professionnels et surtout les professionnels et les patients. Et c'est là où l'expert visiteur, en plus de l'expert visiteur numérique, peut aussi poser des questions lors de d'autres dans les patients traceurs pour voir effectivement si le patient a bien été informé de l'alimentation, de son DMP, comment, voilà, ou est-ce qu'il sait quels sont les documents qu'il va pouvoir y retrouver, est-ce que ça a été validé par l'établissement, voilà. C'est ce genre de choses que l'expert visiteur et l'expert visiteur numérique cherchent à mettre en lumière. Voilà. Donc, c'est sur des critères communs, puisqu'il y a deux critères communs entre l'expert visiteur et l'expert visiteur numérique. Donc, l'expert visiteur numérique, lui, cherche à avoir la bonne diffusion de sa politique, puisque c'est au travers d'un audit système. Donc, on cherche à voir si l'appropriation côté professionnel a bien été comprise, faite, voilà, et s'il y a bien des exercices et simulations de ces cyberattaques, quel que soit le service dans l'établissement. Que ça aille aussi bien de l'administratif aux soignants, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus rien qui marche? Quand il n'y a plus un seul ordinateur qui se rallume, ou en tout cas s'il est allumé, j'exagère, il y a peut-être une tête de mort qui a marqué dessus, mais en tout cas ils sont dits inutilisables, qu'est-ce qu'on fait? Parce que d'habitude, on a forcément un côté DSI, un plan B, qui dit il y aura sûrement une copie du dossier médical qui sera fait quelque part, pourquoi pas? Mais quand ces ordinateurs seront touchés aussi, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus rien? Voilà. Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser et arriver à transcrire sur des documents dans le volet numérique. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire quand il n'y aura plus rien? Comment je fais pour récupérer du matériel? Comment je fais pour m'affranchir des interfaces qui ne marchent plus parce que mes logiciels ne marchent plus? Donc, il faut peut-être que j'ai du monde à recruter pour aller, je sais pas moi, du laboratoire aux urgences pour faire passer des informations, etc. C'est comment je fais quand l'informatique, il n'y en a plus. Voilà. Quel que soit le niveau, en RH, quand on sait très bien qu'une cyberattaque, ça dure dans le temps, comment le service RH va faire pour ne serait-ce que payer ses salariés quand il n'y aura plus d'informatique, etc., etc. Donc, c'est vraiment à tout niveau, c'est vraiment se mettre dans une position de qu'est-ce que je fais quand je n'ai plus d'informatique? Plus du tout. Allez, je repars, papier, crayon, et plutôt que de s'y prendre, réfléchir à ça, une fois que ça nous arrive, c'est le coucher noir sur blanc en mettant plusieurs personnes autour de la table et en définissant le volet numérique du plan blanc, comment faire, les modes dégradés, etc. Voilà. Le périmètre du questionnement ne porte pas que sur les services de soins. Je crois qu'Yvon l'a dit dès le début,
à parler du biomédical. Et là, Fabienne, vous nous parlez aussi des directions, enfin des salariés, hein, des salariés ou des agents, tout ce qui est également service RH et paye. Hein. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait quand on... Et logistique de façon générale. Hein. Oui, voilà, biomédical. C'est-à-dire transport des patients, restauration, blanchisserie, et puis bien sûr pharmacie, imagerie, biologie, etc. Il y a tout ça, évidemment. Hein. Comment on fait pour s'approvisionner en médicaments quand on n'a plus accès à ces contacts parce que tous les contacts sont dans la messagerie et que la messagerie a été coupée ou ne fonctionne plus? Est-ce qu'on a mis un plan B quelque part? Est-ce qu'on fait partie d'un groupe qui pourrait nous aider? Est-ce qu'il faudra déplacer du personnel d'un établissement à un autre pour répondre à la question? Parce qu'ailleurs, ça marchera. Je ne sais pas. Chaque établissement aura son plan de réponse face à une cyberattaque, mais à tous les échelons. Quels que soient les chefs de service, il faudrait tous qu'ils comprennent qu'ils sont tous motivés pour écrire ce volet numérique. L'informatique seule ne fait rien, quoi. C'est vraiment chaque direction qui dit comment je fais si j'ai plus d'informatique, comment je m'organise, voilà, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que les services en amont de mon service ont besoin, qu'est-ce que les services en aval ont besoin, dans quel délai, comment je peux faire pour répondre, et à chacun, mis ensemble bout à bout, on arrivera à faire un plan B qui tiendra la route, on espère. Voilà. Système d'information et non pas sur le système informatique. Oui. Très bien. Alors, vous souhaitiez aussi aborder ensuite, voilà, sur une synthèse apportée à votre expérience. Je rappelle que les critères, nous devons les évaluer en répondant seulement aux deux questions. Oui, l'établissement a bien fait le critère qu'on lui demande, ou non. Le non applicable, le NA, n'est pas possible pour ces critères numériques. Donc, il y aura forcément aussi en termes de confidentialité, un rapport, une synthèse qui nous est demandée, que l'on communique à la HAS, qui ne sera pas publié sur ce site internet, puisque le niveau de résilience de l'établissement n'a pas à être connu, sinon c'est, comment dire, un cambrioleur, voilà par où passer si on sait qu'on a des fenêtres qui ne ferment pas bien, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment, il faut bien comprendre que l'expert visiteur numérique n'est pas là pour afficher au grand public les failles de sécurité d'un établissement. Non, il communique ces informations, ce qu'il a vu à la HAS, point, et ça ne fera pas partie de ce rapport final. Voilà. Évidemment, les synthèses que l'on attend de l'expert visiteur numérique doivent correspondre aux attendus du référentiel. Donc, le référentiel, comme disait Yvon tout à l'heure, c'est quelque chose d'hyper important. Tous les mots sont essentiels dans les critères. Voilà. Et bien sûr, comme en restitution générale autour de la table, il y a plus de personnes qui sont autour de la table que la gouvernance et la DSI qui pourraient entendre effectivement pas les failles de sécurité, mais la synthèse sur ces risques numériques. Et ce sont des critères qui ne seront pas abordés lors de cette restitution générale, plénière, le dernier jour. Yvon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, Fabienne a parfaitement abordé la complétude hein, de cette synthèse. Donc, ce qu'on peut préciser, c'est que cette synthèse, à la fin du chapitre 3, hein, adressée à l'établissement, évidemment, concerne essentiellement le critère 3602 hein, sur les risques de sécurité numérique. Ça peut aborder aussi les autres critères hein, dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est essentiellement cela dont il s'agit. Et encore une fois, cette synthèse, comme pour tous les autres critères du référentiel, s'appuie sur chaque élément d'évaluation du critère. C'est oui, c'est non. Et si c'est non, en général, évidemment, il y a une explication du non
hein, qui est indiqué dans cette synthèse. À savoir une dernière chose, hein, bien sûr, la synthèse qui est envoyée à l'établissement, bien sûr, l'établissement a la possibilité d'y répondre, hein, vous le savez en formulant des observations. Et de la même façon, l'établissement pourra formuler des observations sur cette partie risque numérique s'il n'est pas d'accord ou s'il veut apporter quelques précisions complémentaires. Et tout ça dans le délai d'1 mois à compter de la réception de la synthèse par l'établissement. Merci. Donc voilà, sur ce premier retour que l'on peut faire depuis le mois de janvier, hein, sur vos expériences par rapport à ces visites et de bien préciser les attendus. Avez-vous des questions ou des réponses parmi les participants? Donc, vous êtes 57 personnes connectées. Vous pouvez rédiger vos questions dans le chat, hein, dans l'onglet questions-réponses. Je vous ai lancé cette proposition. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Donc, soit tout était clair, soit voilà. On a appris beaucoup de choses aux participants. C'était très clair, merci. Donc, on est plutôt dans cette mouvance des questions, des précisions qui ont été apportées sur ce nouveau critère et sur ce nouveau rôle, hein, de l'expert visiteur numérique et sa posture pendant la visite et sa mission, hein, d'identifier donc ce risque, hein, au niveau de l'établissement. Excuse-moi, Catherine, une dernière précision quand même. Il n'est pas impossible qu'il y ait des établissements qui soient impactés dans peu de temps pour des grands événements. Vous voyez de quoi je veux parler cet été. Ah, mais on voit ton côté très sportif, Yvon, là. Oui, voilà, c'est ça. Hein? Et donc, évidemment, ces établissements-là ont déjà beaucoup travaillé, vraisemblablement, avec des autorités, sans doute les autorités préfectorales. Ce sont des sujets, bien sûr, qui seront abordés dans les mois qui viennent. Alors, si ce n'est pas les Jeux Olympiques, il y a eu l'an dernier la Coupe du Monde de rugby, il peut y avoir des festivals, des réunions importantes, et à chaque fois, évidemment, des éléments importants à voir au regard de ces événements. Donc, on vous posera aussi, dans le cadre de cette maîtrise des risques de sécurité numérique, beaucoup de questions aussi là-dessus, hein, savoir où vous en êtes et comment ça se traduit dans votre plan d'action à 6, 12 et 18 mois. Je vous remercie beaucoup, Fabienne et Yvon. Si vous n'avez pas de questions, je pense que nous allons pouvoir terminer à l'heure ce webinaire. Donc, il sera en ligne sur la chaîne YouTube UCK ainsi que ce diaporama que vous pourrez télécharger ou revoir sur le site du CK. Je vous souhaite une bonne journée et merci encore, Fabienne et Yvon, pour ce webinaire. À très bientôt. Merci et bon courage à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Bientôt.